sûr à remercier à nouveau la DGCS et la Banque des Territoires, sans qui voilà, cette mission n'aurait pas été possible et qui nous accompagne depuis le tout début à vos côtés. Je vais commencer par vous présenter un petit peu qui seront vos différents interlocuteurs au cours de ce webinaire. D'abord du côté de l'équipe de Break Poverty. Vous avez bien sûr à mes côtés Nadège, que vous connaissez depuis le tout début de la mission et qui est accompagnée par Rémi Goldman et Marine Grange, et moi-même, Charlotte Ambert. Nous sommes accompagnés pour ce webinaire par le collectif Mentorat, avec Nicolas Viennot, le directeur, et Alexis Botouillet, chargé du partenariat. Bonjour. Les témoignages de Lucie Delpech de l'Indre-et-Loire et Natacha Rosa des Alpes-Maritimes, qui sont voilà, deux personnes avec qui nous travaillons activement, notamment pour pouvoir vous proposer ces contenus grâce à leur expérience en local. Peut-être pour recontextualiser un petit peu, pour les personnes qui nous rejoindraient seulement aujourd'hui, il s'agit en fait du 4e webinaire d'une série de 4 webinaires. Nous avons démarré au mois de fin mars, mars-avril, avec d'abord une présentation générale de la démarche de mentorat pour expliquer voilà, de quoi il s'agit très concrètement et comprendre un petit peu qui sont les différents acteurs autour de ce sujet. Nous avons ensuite dédié une session de webinaire sur le lien avec les associations de mentorat, qui est bien sûr un des sujets clés sur cette question. Puis un autre webinaire sur la mobilisation des cadres de l'ASE, des professionnels et des jeunes autour du mentorat. Donc comment finalement mobiliser et embarquer tout le monde autour de ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le pilotage du mentorat sur votre territoire avec des questions de process assez précises pour le suivi, pour la qualité, pour l'évaluation d'impact. Et on l'espère répondre à vos dernières questions sur ce sujet pour ce 4e webinaire de cette série. Voilà, et je vais laisser la parole à Nadège. Et merci beaucoup Charlotte. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici avec nous. On est ravis de pouvoir vous retrouver pour continuer à échanger sur le mentorat de l'ASE. Alors effectivement, comme Charlotte l'indiquait, aujourd'hui, on va se pencher sur les processus et le pilotage. Et encore un petit élément de contexte, peut-être que vous connaissez probablement déjà cette feuille de route sur laquelle on ne va pas s'attarder aujourd'hui, mais cette feuille de route, c'est celle de la mise en place du mentorat de l'ASE. Et ce qu'elle rappelle, c'est que aujourd'hui, on va se concentrer sur les questions de cadrage de la démarche, donc définir des priorités, caractériser le besoin, identifier un porteur, une gouvernance. Sur la question du lancement des mentorats, mettre en place les processus clés et lancer les premiers mentorats sur son territoire. Et enfin, on va se pencher aussi sur les questions de suivi et de pilotage. Donc, quels outils de pilotage, quelle gouvernance, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de suivi, de qualité, d'évaluation d'impact, etc. Pourquoi est-ce qu'on aborde ces sujets-là spécifiquement aujourd'hui? Sur la question du cadrage, on sait que ça fait un peu rétro-pédaler par rapport à ce qu'on a pu traiter dans les derniers webinaires. Il y a des choses qu'on a pu déjà discuter ensemble. Mais je trouve que c'est des éléments déjà qu'on n'a pas, pour lesquels on a récolté du contenu aussi récemment, sur base de vos retours respectifs en tant que département. Et c'est aussi des éléments qui sont assez importants pour à la fois définir en termes de processus ce que vous allez pouvoir mettre en place et qui vont pouvoir vraiment vous donner un cap pour la suite. Oui. Sur la question du lancement des mentorats et du suivi et pilotage, j'y reviens juste après. Donc, on aimerait juste vous rappeler quelques éléments d'enjeu autour du pilotage et des processus pour lancer le mentorat. Quelques points qui ont pu ressortir dans les échanges qu'on a eus avec les départements pour vous donner un peu plus de couleur à ces sujets-là. Sur la question du cadrage, aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai enjeu autour de arriver à donner un cadre clair et réaliste au projet et identifier le bon porteur de projet. Donc, c'est-à-dire donner un cadre clair qui permette au département d'avoir une dynamique, d'avancer sur le sujet et d'avoir quelqu'un qui soit vraiment dédié au sujet. On a aussi un point qui revient régulièrement, c'est en fait quand on lance des mentorats, on a du mal à mettre en œuvre une mise en relation rapide entre le mentor et le mentoré. C'est souvent une des thématiques qui revient et je sens qu'il y a un vrai enjeu autour d'arriver à mettre en relation rapidement le mentor et le mentoré pour ne pas démotiver le jeune. On sait qu'il y a aussi un sujet autour de quelles sont les bonnes parties prenantes à mobiliser pour que le jeune soit suffisamment suivi, encadré, soutenu dans son mentorat sans alourdir la démarche. Est-ce que, en tout cas, quel échelon de l'ASE doit être dans la boucle pour s'assurer que le mentorat puisse être lancé efficacement?
Et enfin, il y a aussi des questions autour du bon niveau de pilotage à avoir en tant que département pour à la fois arriver à combiner visibilité sur le dispositif et savoir comment les mentorats avancent sur son territoire une fois qu'ils sont lancés, et en même temps, simplicité de lecture et minimiser les efforts qui vous sont demandés en tant que département et de la même manière aux associations. Écoutez, je vous propose dans ce cas-là qu'on commence sans plus attendre. Je vous rappelle que vous ne devez pas hésiter à mettre vos questions dans le chat ou même à lever la main pour poser vos questions. On sera ravis d'y répondre. N'hésitez pas, sentez-vous libre de le faire tout au long de la présentation. On aura aussi un temps de questions-réponses dédié à la fin. Donc, sur la question du cadrage de la démarche, on vous propose de commencer par la question des objectifs. Comment définir ces objectifs et comment définir les priorités sur son territoire. Ici, il y a une proposition de fonctionnement qui a été faite sur base des retours des différents départements. Je pense qu'il y a certains départements qui étaient déjà là, notre journée de travail le 4 juin, donc qui ont déjà vu ces éléments, mais on va les repasser rapidement. En gros, la question à laquelle on veut répondre ici, c'est, en fait, souvent, il y a des départements qui nous disent, mais comment on sait combien de jeunes on peut mentorer la première année? Combien de jeunes de l'ASE on peut suivre en tant que mentorat? Et en fait, c'est quoi les profils de jeunes à mentorer en priorité? Et nous, il nous a paru intéressant de différencier ce qui est fait pendant la première et deuxième année, donc ce qu'on appelle plutôt à court terme, de ce qui est fait pendant les années suivantes, ce qu'on a appelé plutôt à moyen terme. Et donc, à court terme, quantitativement, en termes de combien de jeunes, ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, souvent, c'est quelque chose qui est assez contraint par les financements disponibles au sein du département, et c'est aussi assez contraint par la capacité des associations. Et en fait, il faut avoir en tête qu'en général, la première année, les associations mettent en place entre 10 et 30 binômes la première année. C'est difficile de faire beaucoup plus parce qu'en fait, il y a quand même tout un temps de mise en œuvre, de tests, de lancement des premiers mentorats. À moyen terme, comment définir cet objectif de combien de jeunes? En fait, là, c'est un peu différent. L'idée, c'est d'essayer peut-être de donner une estimation du nombre de jeunes cibles qui peuvent être mentorés sur le territoire à moyen terme. Donc, ce qui est ressorti en termes de schéma pour y réfléchir, c'est notamment peut-être de se dire qu'on cible les 11-18 ou les 11-21 sur un territoire. En fait, le mentorat peut être proposé à tous les 11-18 ou 11-21 sur un territoire, sans trouble psychologique lourd, qui sont dans un environnement à peu près stable et qui sont volontaires. Et d'expérience, ça représente à peu près 20 à 30% des 11-18 ans. L'idée ici, c'est pas de vous donner un chiffre magique qui sort de nulle part, ou vraiment de simplifier des cas qui sont bien sûr tous très complexes, très différents, mais plutôt de vous donner un grand objectif qui peut vous permettre, en tout cas, d'avoir des éléments pour aller, pousser la démarche auprès du département, auprès de vos élus, auprès de votre service. Qualitativement, la question qui se pose, c'est quels sont les profils de jeunes à mentorer, notamment en priorité. Quand on n'en a que 10 à 30 à mentorer, en fait, c'est lesquels qu'on va mettre en avant. Et là, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. À la fois, vous allez pouvoir combiner, pour déterminer quels sont ces profils de jeunes à mentorer en priorité, vous allez pouvoir combiner les retours des structures, donc par exemple sur base de questionnaires qui ont pu être diffusés aux structures, pour leur demander quel est leur avis sur la question. Ça va être aussi une combinaison de données statistiques, donc par exemple les données qui peuvent sortir de l'ODPE, qui vont vous indiquer s'il y a plus ou moins de jeunes de telle tranche d'âge, plus ou moins de jeunes de MNA par exemple. Et ça va aussi être en fonction des priorités politiques et du service, bien sûr. Et de la même manière, en fait, à moyen terme, on va construire ces objectifs à peu près de la même façon. Donc voilà, l'idée, la conclusion ici, c'est que il n'y a pas de recette magique. On est quand même souvent sur une combinaison de données terrain, de données statistiques et de retours politiques que vous pouvez avoir de votre territoire. Et par ailleurs, ce qu'on a observé et qui marche bien, c'est de combiner à la fois une démarche à court terme et une démarche à plus long terme qui va vous permettre vraiment de donner des objectifs et d'avancer. Voilà pour la question des objectifs. Sur la question de l'identification du porteur de projet. Alors, effectivement, une question qui se pose, c'est qui peut être le porteur de projet pour piloter le sujet au sein du conseil départemental? Je pense que pour la plupart d'entre vous qui êtes là, souvent c'est que le porteur de projet a déjà été identifié. On va peut-être passer rapidement là-dessus, mais peut-être juste quelques éléments si jamais ce n'est pas encore le cas ou si jamais vous vous posez la question de comment défendre la mise en place d'un ETP dédié au mentorat de l'ASE. Il y a 4 sujets, qu'on a 4 dimensions qui sont pour nous à mettre en avant. Donc, en termes d'enjeux, c'est d'arriver à identifier un ou deux chargés de projet mentorat ASE qui soient dédiés au sujet au minimum 30% de leur temps, idéalement, et ça peut aller jusqu'à 100%, en fonction bien sûr des moyens et des priorités du département.
Quelque chose qu'on a observé qui marche assez bien, c'est de prévoir au moins un chargé de projet en soutien, soit qui est formé vraiment à la démarche et qui fonctionne en binôme, soit qui vraiment juste suit de temps en temps et qui peut prendre la relève en cas d'absence du premier chargé de projet. C'est un cas de figure dans lequel on s'est retrouvé plusieurs fois avec des départements où il y a quelqu'un de très formé et de très avancé sur la thématique et qui en fait se change de poste par exemple. Et dans ce cas-là, c'est pas évident d'avoir un supportage derrière. Le deuxième sujet, la deuxième dimension à avoir en tête, c'est quelles vont être les missions de ce chargé de projet. Parce que là, encore une fois, vous commencez à vous figurer assez bien de quoi il s'agit. Mais ce chargé de projet, il va être en charge d'assurer la relation avec les associations en termes de sélection, de conventionnement avec les associations, de suivi, d'échanges réguliers. Il va aussi être en charge d'assurer la mise en relation avec les structures et les acteurs de l'aide sociale à l'enfance. Il va aussi être en charge de piloter l'avancement des mentorats, regarder où on en est, et aussi de communiquer sur la démarche au sein du département. En cas de ressources limitées, quelque chose qui peut bien fonctionner, c'est de combiner cette fiche de poste mentorat avec une fiche de poste projet transverse, qui peut par exemple comporter une fiche de poste, en tout cas des éléments en lien avec le parrainage, ou d'autres projets transverses qui peuvent être combinés. Ce qu'on a vu, c'était souvent des chargés de projet PBC qui travaillent aussi sur le mentorat, ou des chargés de projet PPE, etc. En termes de profil, bon, là, je ne vais rien vous apprendre, mais souvent, ça va être des chargés de mission, des chargés de projet qui sont recrutés pour cette tâche. Souvent des gens qui viennent du terrain, mais pas forcément. Donc, ça peut être aussi des anciens éducateurs, référents, inspecteurs, assistants sociaux qui connaissent assez bien la vie. Et enfin, en termes de rattachement, c'est souvent des personnes qui vont être attachées à la direction enfance-famille ou à la direction au service ASE ou à d'autres selon les territoires, par exemple la direction du partenariat associatif. Voilà pour les questions autour du porteur de projet. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Sinon, je vous propose qu'on passe à la suite. On demande si on peut Alors, un exemple de fiche de poste. Alors, il y a une question qui est un exemple de fiche de poste. Effectivement, c'est un bon point. Ça ne nous avait pas été remonté jusqu'à maintenant, mais on se l'ajoute à la liste des sujets sur lesquels travailler et intégrer dans notre boîte à outils. Je pense qu'effectivement, à partir de ces différents éléments qu'on a pu récolter, on peut déjà formaliser quelque chose. Merci beaucoup pour cette contribution. Parfait. Alors, deuxième sujet qu'on voulait traiter avec vous aujourd'hui, ça va être un peu le gros morceau de notre échange, c'est les processus pour mettre en place des mentorats. Alors, pour mener cette discussion, on va repartir de notre schéma pour les étapes clés pour lancer un mentorat. C'est celui qu'on avait aussi présenté dans notre premier webinaire. Donc, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, on va passer rapidement dessus. Mais en gros, ce qu'il faut avoir en tête pour mettre en place du mentorat, comment ça se passe? Tout part du conseil départemental, donc en général de la direction enfance-famille et ou du chargé de projet mentorat. Celui-ci va conventionner et financer les associations de mentorat. Donc en bleu, c'est les étapes des décrets, celles qui sont sur ligne. Donc ils vont conventionner et financer des associations de mentorat qui vont conjointement avec le département informer sur le mentorat et sur les associations de mentorat qui sont en œuvre. Donc ils vont aller informer directement les acteurs de l'aide sociale à l'enfance. Alors là, ça pose une première question qui est en fait qui doit plutôt mener la démarche entre le conseil départemental ou l'association de mentorat en termes de communication. Voilà, on sait que ça cristallise un peu des questions, donc on y reviendra juste après. Deuxième étape, c'est la présentation du projet aux jeunes et à leurs familles après évaluation de la situation du jeune dans le cadre du PPE, donc comme c'est précisé dans le décret. Là, pareil, ça pose une question, c'est quel est l'acteur de l'ASE qui va aller présenter le projet aux jeunes et à sa famille? Est-ce que c'est le référent enfance? Est-ce que c'est l'éducateur? Est-ce que c'est encore quelqu'un d'autre? Pareil, on va pouvoir y revenir juste après. Donc, le jeune va ensuite manifester son intérêt et son adhésion à cet acteur qui lui a parlé du projet. Et avec ce porteur-là, ils vont remplir ensemble une fiche d'inscription pour le jeune. Et donc là, deux options à nouveau. Soit ils vont identifier, en tout cas, soit ils vont remplir cette fiche d'inscription et l'envoyer directement aux associations de mentorat. Soit ils remontent cette fiche d'inscription au conseil départemental qui va, lui, redispatcher les profils entre les associations de mentorat. Là, pareil, deux options. On va pouvoir en discuter plus précisément par la suite. Une fois que le profil a été remonté aux associations de mentorat ou alors concomitamment, on va chercher l'autorisation parentale auprès du représentant légal. Donc là aussi, on va se poser la question qui est la personne qui doit aller chercher l'autorisation parentale. Une fois que c'est fait, les associations de mentorat prennent contact avec le jeune. Elles valident les profils des jeunes, identifier les objectifs de mentorat du jeune. Elles sont aussi en charge de trouver, identifier et former des mentors. Et avec le conseil départemental, les associations de mentorat vont aller recueillir le B2 et le FIGES de ces mentors.
idem, on pourra revenir sur ce point-là juste après. Et enfin, l'association va mettre en contact, lancer le mentorat et signer la convention individuelle, idem, sur laquelle on va revenir par la suite. Voilà, c'est un schéma avec beaucoup d'étapes qui peut être un peu impressionnant, mais on l'a voulu très exhaustif pour être sûr qu'on n'oublie aucune étape. Dans les faits, quand c'est mis en place, il y a beaucoup d'activités qui peuvent être parallélisées. Et en fait, quand vous faites des choix à l'échelle de votre département entre certaines options, ça allège quand même pas mal la vision. Et donc, je vous propose qu'on commence tout de suite avec la question de qui va informer sur le mentorat et sur les associations. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. On a repris le schéma en se posant la question. La première option, c'est soit une information sur le mentorat et sur les associations qui est menée par le conseil départemental directement à l'ensemble des acteurs de l'ASE. Et alors, l'intérêt, donc c'est ce qu'on a représenté à droite, on a représenté les plus et les moins. L'intérêt d'une approche comme celle-ci, c'est que ça permet de mettre en avant, en tout cas de capitaliser sur le rôle central du département et sa vision globale des différents acteurs à mobiliser. En revanche, si on a une communication qui est menée uniquement par le département, en fait, ça ne permet pas aux acteurs de l'ASE qui sont en face de vraiment identifier les associations avec lesquelles ils vont être en contact. Et un retour qu'on a pu avoir des associations, c'est que des fois, il peut y avoir une défiance potentielle des établissements à l'égard du conseil départemental. Ils peuvent un peu percevoir comme leur chef, comme en tout cas l'entité qui les emploie, et du coup, ils peuvent avoir un sentiment un peu hiérarchique vis-à-vis de ça, alors avec des associations, ça peut être plus simple pour eux d'échanger. Voilà pour l'option 1A. L'option 1B qu'on va avoir, c'est une communication qui soit menée plutôt par les associations de mentorat. Donc, c'est-à-dire que les associations vont aller, par exemple, dans les établissements, dans les structures, auprès des acteurs de l'ASE pour aller présenter le mentorat et le dispositif. Alors, ça, c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'incarner le dispositif et les associations de mentorat sauront en parler. Souvent, elles ont une connaissance assez approfondie du mentorat et elles vont pouvoir illustrer avec un certain nombre d'exemples et de cas de figure de jeunes qu'ils ont déjà pu mentorer. En revanche, si on a une communication qui est opérée uniquement par les associations de mentorat, on a forcément un peu de perte de visibilité pour le conseil départemental, ce n'est pas non plus idéal. Et du coup, peut-être que ce qui se distingue aujourd'hui, en fait, en tout cas une option qu'on a pu observer dans certains territoires et qui marche assez bien, c'est une démarche plutôt complémentaire qui permet, où on aurait du coup les deux entités, le conseil départemental et les associations qui se coordonnent pour aller présenter ensemble aux différentes structures. Et ça permet d'avoir une double approche du coup, entre conseil départemental et association qui permet de multiplier les interlocuteurs en se basant vraiment sur une co-organisation des prises de parole. Mais voilà, ça demande un peu de coordination au niveau du département parce que il faut avoir du temps pour se mettre d'accord sur qui on va voir, à quel moment on va les voir, quand est-ce que les associations sont disponibles, c'est quoi notre priorité maintenant, etc. Et peut-être que là-dessus, je vais inviter Lucie Delpech de l'Indre-et-Loire à me dire quelques mots, parce qu'on a justement mené cette démarche la semaine dernière ensemble, comme un certain nombre d'acteurs de la 2. Je ne sais pas si Lucie, tu veux partager Oui. comment c'est organisé et les avantages que tu as pu y voir. Oui, merci. Donc nous, au département d'Indre-et-Loire, on a choisi la dernière option. Et ça a été lancé la semaine dernière. On a fait deux premières réunions en présence des associations et de Break Poverty. Une première réunion où on présentait aux professionnels ce que nous on appelle les services enfance. Donc étaient conviés les chefs de service, les référents de parcours et les psychologues. Et une deuxième réunion dans la suite où le processus était présenté aux directions d'établissement. C'était intéressant parce que du coup, nous, on a pu faire la présentation de comment on voulait mettre en place en interne le processus de mentorat, de remonter des candidatures, etc. Et en même temps, le fait d'avoir les associations, ça a vraiment permis de porter ce qu'était la définition du mentorat et ce que c'était concrètement. Parce que une des premières choses à mettre en avant, c'est vraiment ce qu'est le mentorat. Les professionnels, ils sont pas forcément au courant. Donc, il faut les convaincre du bienfait de mentorat. Et ça, c'est vraiment les associations qui le font le mieux que nous. Merci beaucoup, Lucie. Effectivement, ça résonne aussi pas mal avec le dernier webinaire qu'on avait pu organiser. Je pense que c'était je ne me souviens plus de la date, je pense que c'était le 11 juin. Bref. Donc, le dernier webinaire qu'on avait organisé, le webinaire 3, qui était autour de la mobilisation des acteurs de l'ASE, pour lequel on vous avait partagé la présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous n'avez pas reçu. On sera ravis de vous le repartager. Et bien sûr, tous ces éléments seront inclus aussi dans notre boîte à outils finale.
Donc, merci beaucoup, Lucie. Alors, je propose qu'on avance sur la question suivante, qui est qui du référent enfance ou des professionnels en établissement ou en famille d'accueil doit initier la démarche de mentorat auprès du jeune. Et alors là, c'est un sujet qui fait de pas mal de débats. La première option étant une inscription ou une initiation du mentorat qui est menée par le référent enfance ou le référent ASE, ça s'appelle différemment selon les territoires. Et l'intérêt de ce cas de figure-là, c'est de capitaliser sur le rôle central du référent et sa capacité à piloter plusieurs acteurs. Et le référent enfance, forcément, il représente l'ASE, il est employé par le conseil départemental dans la plupart des cas. Néanmoins, souvent les référents, ils ont plus de distance avec le jeune. Ils ont parfois une connaissance limitée de leurs besoins et de leur disponibilité au quotidien. C'est un retour qu'on a eu souvent des associations. Et souvent, ils ont quand même de nombreux cas à suivre en même temps et pas forcément le temps pour mettre en place du mentorat. La deuxième option, c'est un portage qui soit mené par les structures, donc soit par l'éducateur ou par l'assistant familial. Et ça va permettre de capitaliser à la fois sur la proximité quotidienne de l'éducateur en établissement avec la situation du jeune. Donc, il va savoir de quoi le jeune a besoin, si le jeune est en train de chercher une alternance, si le jeune a besoin d'accompagnement scolaire là à court terme, par exemple. Et puis, c'est aussi très important que le personnel en établissement, ou en tout cas le personnel du quotidien, soit vraiment engagé dans la démarche. Parce que c'est lui qui va devoir s'assurer, disons que c'est l'éducateur en MEX qui va devoir s'assurer que le jeune est disponible pour son mentorat chaque semaine. C'est lui qui va devoir s'assurer que le jeune n'est pas en train de prendre son goûter ou de dîner au moment où il est censé faire son mentorat. Et si l'éducateur n'est pas embarqué, ou si la SPAM n'est pas embarquée, en fait, ça rend tout de suite la démarche plus difficile. En revanche, forcément, les oppositions qu'on peut avoir sur ce cas de figure-là, c'est que l'éducateur ne représente pas directement le service de l'aide sociale à l'enfance et que ça va être du temps administratif supplémentaire pour lui dans un emploi du temps opérationnel qui est déjà chargé. Dans tous les cas, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il est important que chaque acteur maintienne l'autre dans la boucle et inversement. Et aujourd'hui, les retours qu'on a pu avoir, souvent côté département, on va avoir des départements qui poussent pour que ce soit plutôt les référents qui portent la démarche. Et souvent, les associations, c'est à peu près sûr que dans la plupart des cas, elles vont plutôt vous orienter vers un portage par les éducateurs et les assistants familiaux. Parce que c'est plutôt des personnes du quotidien qui vont être plus dispo pour assurer le suivi de la démarche. Là-dessus, il n'y a pas de solution idéale. Mais ce qu'on a vu dans certains territoires qui marchent bien, et peut-être là-dessus, je vais donner la parole à Natacha Rosa des Alpes-Maritimes, c'est d'essayer d'aller vers une combinaison des deux, qui peut en fait ouvrir un peu plus les modalités d'inscription et multiplier le nombre d'inscriptions possibles. Je ne sais pas si Natacha, vous êtes avec nous, il me semble avoir vu. Bonjour à tous. Alors, au niveau des Alpes-Maritimes, on a commencé le mentorat dans le cadre de l'expérimentation en 2021. Et au départ, on est parti des structures, des lieux de vie. Donc, ce sont les référents dans les lieux de vie qui ont mis en œuvre le mentorat dans la phase d'expérimentation. Quand on est passé en phase de déploiement officiel, on s'est dit on va choisir l'option 1. On va tout centraliser au niveau du référent PPE dans notre département. Et en fait, on s'est très vite aperçu et on est très vite revenu sur cette option 1. Et aujourd'hui, on a laissé ouvert la possibilité aux référents, donc ASE ou aux référents du lieu de vie, de mettre en œuvre, d'être à l'initiative de la mise en œuvre du mentorat. C'est ce qui fonctionne le mieux dans notre département, sachant qu'aujourd'hui, donc 3 ans après le début de l'expérimentation, 99% des mentorats sont initiés par les référents des lieux de vie. Voilà. Absolument. Et c'est vrai que c'est souvent un sujet qui remonte de la part des associations, d'essayer d'être au maximum en contact avec les référents des lieux de vie. Alors, ça commence à évoluer chez nous, hein, les professionnels des maisons des solidarités départementales où se trouvent les référents ASE commencent à s'approprier le dispositif et à le mobiliser, mais ça reste vraiment extrêmement peu et une infime partie de nos mentorats. On a souhaité laisser l'initiative aux uns ou aux autres à partir du moment, comme vous le disiez, Nadège, où les professionnels se parlent, s'informent entre eux. Et souvent, c'est le référent ASE qui est porteur de la demande de l'autorisation parentale, bien que ça puisse être parfois le cas de l'assistante familiale ou des structures, mais c'est plus rare. Et donc, ils doivent se parler pour mettre en œuvre le process tel qu'on l'a défini après, quoi. Absolument, mais je pense que tout est une affaire de coordination.
Très bien, merci beaucoup, Natacha. Écoutez, je vous propose de continuer dans ce cas-là. Le troisième sujet sur lequel on voulait zoomer avec vous, c'est comment les inscriptions des jeunes doivent-elles être communiquées aux associations. Et par là, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que soit il y a une option où, en fait, c'est, disons, par exemple, l'éducateur qui remplit la fiche d'inscription directement sur le site de l'association de mentorat, donc on va directement à la fiche d'inscription à l'association de mentorat. Soit la deuxième option, c'est l'éducateur qui va remplir la fiche, l'envoyer au chargé de projet du département et le chargé de projet va redispatcher les profils entre les associations de mentorat. L'intérêt de la première option, c'est que, en fait, quand on est en direct avec l'association, ça permet de raccourcir le processus d'inscription parce qu'il y a une seule inscription à mener. Et ça permet aux associations d'être en direct avec les référents et ou les éducateurs et de les relancer directement. En revanche, ça peut parfois, si ça n'a pas complètement été, si le processus n'est pas complètement clair, il est possible que le département ne soit pas tout le temps dans la boucle. Donc, c'est vraiment quelque chose à caler en amont. La deuxième option, c'est un redispatch donc un passage par le département et un redispatch par le département. Ça permet d'avoir une supervision du conseil départemental sur toutes les inscriptions qui ont lieu. Et ça permet aussi, quand il y a plusieurs associations qui sont en place dans le territoire, ça permet au département d'équilibrer la répartition des profils entre les associations. Si on a 3 associations, en fait, on peut déterminer quel profil va à chaque association. Et ça fait un point d'entrée homogène pour toutes les associations. Souvent, la manière dont ça se passe, c'est que ça va être une inscription qui se fait par un questionnaire qui est propre au département, mais un questionnaire qui est homogène, par exemple, sur SharePoint en ligne, où on va remplir la fiche d'inscription du jeune, et puis c'est le chargé de projet qui va redistribuer entre les associations. Encore une fois, ici, pas de fonctionnement idéal. Les associations vont pousser forcément au maximum pour être en contact avec les éducateurs et les référents. Et côté département, on a un peu plus une volonté de vraiment rester dans la boucle. En tout cas, nous, ce qu'on voit pour le moment, ce qu'on est en train de se dire et qui pourrait bien fonctionner, c'est capitaliser sur un outil qui est déjà existant, qui est la plateforme Un jeune, un mentor, qui est la plateforme du collectif Mentorat, qui est une plateforme qui existe déjà, qui permet qui permet à un éducateur ou un référent d'inscrire les jeunes. Et ensuite, l'idée, ce serait que cette plateforme, elle attribue une association aux jeunes selon les règles établies par le département. En gros, ce que je veux dire, c'est que cette plateforme, aujourd'hui, elle existe déjà, elle est un petit peu utilisée, mais pas partout. On pense qu'elle pourrait être améliorée à la marge, et c'est ce qu'on va faire avec un groupe de travail avec lequel on va travailler dans les prochaines semaines, pour essayer de répondre aux enjeux de l'option 4A et de l'option 4B, en permettant à un algorithme de reproduire exactement le choix qu'aurait fait un chargé de projet tout seul manuellement. Donc voilà, on revient là-dessus, on revient vers vous là-dessus dès qu'on a un peu plus d'éléments. Sur la question de l'autorisation parentale, alors là, pareil, il y a 2 options possibles. Soit elle est demandée par le référent enfance, soit elle est demandée par l'éducateur ou l'assistant familial. Là, ça dépend pas mal des choix que vous avez pu mener en amont sur la question. Encore une fois, le référent enfance, il va avoir un rôle central, il est responsable du PPE. L'éducateur ou l'assistant familial, il va croiser plus souvent la famille. Donc, c'est une affaire de coordination là-dessus. Et pour information, on a travaillé sur une autorisation parentale type qu'on a pu aussi travailler avec la DGCS qui est avec nous aujourd'hui, qui sera disponible dans la boîte à outils qu'on vous mettra à disposition et donc sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour lancer les mentorats sur votre territoire. Sur la question du B2 et du FIGES. Ça, on a eu pas mal de questions dessus depuis le début. En gros, la question qu'on a, c'est comment on fait pour avoir le B2 et le FIGES et qui doit aller le chercher. Là, pas de réponse absolue, mais ce qu'on a observé qui marchait bien, c'est surtout côté 06 par exemple. Peut-être que Natacha, vous pourrez nous en dire plus, mais en gros, c'est les associations qui collectent les noms, prénoms et dates de naissance des mentors. Les associations transmettent ces informations au chargé de projet. Le chargé de projet, chargé de mission, transmet ces informations au service concerné du département qui va lui extraire le B2 et le FIGES. Et sous quelques jours, sous 2-3 jours en général, l'honorabilité des profils des mentors peut être confirmée au chargé de projet qui transmet aux associations. Je ne sais pas si c'était une bonne restitution, Natacha, de ce qui se passe chez vous dans le 06. C'est parfait. Voilà. Et plutôt, c'est fait quand l'association a identifié le mentor et a validé la candidature du mentor comme bénévole pour le mentorat.
mieux c'est, parce que si effectivement on attend on attend de traiter la candidature de l'enfant, du jeune, pour après demander les autorisations, on perd du temps. Je vous entendais tout à l'heure parler du temps entre le moment où le jeune valide sa candidature et le moment où le mentorat se met en place. Mm, Et sachant que c'est fait une fois tous les ans, quand on a une association, voilà, on a vérifié les mentors, chaque mois, on a un petit quota de mentors à revérifier qui ont été vérifiés il y a plus d'un an. Et du coup, ça fait que ça devient fluide au fur et à mesure. ouais, absolument. Clotilde, je vois que vous avez une question. Vous êtes en mute. Oui, en fait, je voulais savoir qui faisait ça sur votre département, madame. Alors, S'occupait. Ouais. nous, on l'a mis en place comme ça l'était déjà pour les professionnels, comme ça l'était à la PMI, comme ça l'était dans dans de nombreux services. Donc, le FIGES, c'est la préfecture. Donc, en fait, pour résumer, on est une boîte aux lettres, hein. On réceptionne l'identité des mentors et on transfère à la préfecture qui contrôle et qui nous donne une réponse sur le FIGES. Et pour le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, on a accès au service de contrôle du B2 qui s'appelle CJN B2 Justice. Voilà. Et c'est quelqu'un de notre équipe qui contrôle les B2. Et donc, c'est une personne qui est dédiée à faire ça pour et les Non, non, assistantes familiales et les professionnels et non. les bénévoles. Non, elle l'a dans notre équipe, elle le fait uniquement pour les bénévoles, donc parrainage, mentorat. Ou ADB, TDC. Et sinon, la PMI a un accès PMI. Chaque service qui est amené ou habilité à faire des vérifications B2 a un accès avec un identifiant à ce service. Mais il n'y a qu'une seule personne chez nous qui est habilitée à le faire. Merci. Mais fallait bien de réagir, Clotilde, parce qu'effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent. On sait qu'il y a certains départements qui avaient peut-être envisagé même de donner l'accès directement, par exemple, aux établissements pour aller faire la demande de B2 eux-mêmes. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment possible. J'ai l'impression, en tout cas, Pas à ma connaissance. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est interdit en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ok. C'est interdit. Mais par contre, nous, sur le département, je ne sais pas ce que pourrait en dire Elisabeth, mais en ce qui me concerne, moi, pour l'instant, ça n'est pas fait dans notre département, au niveau du conseil départemental du Val-de-Marne, parce que nous n'avons un directeur de service, en fait, qui est le responsable de tous les placements familiaux du Val-de-Marne, qui a un identifiant et un mot de passe pour aller pour demander les B2 et pour avoir accès au FIGES. Et voilà, c'est de la bidouille en fait. Les services utilisent son mot de passe et enfin, c'est n'importe quoi. Et moi, j'estime que en fait, nous, on est suffisamment chargé comme ça au niveau de notre service pour aller en plus s'occuper de tous ces trucs-là, d'autant plus qu'on n'a pas spécifiquement de personnes dédiées administrativement pour nos tâches administratives qui font déjà partie, enfin presque 70% de nos missions. Donc voilà. Moi, je pense qu'au niveau d'un département, il devrait y avoir une personne qui est dédiée juste à faire ça sur tout l'ensemble des personnels ou des bénévoles sur lesquels il faut aller creuser cette question. Mais il me semble, peut-être, Nadège, vous avez des informations, il me semble qu'il y avait des études qui étaient en cours sur la possibilité de faire que les personnes puissent demander leur FIGES ou leur B2 via le site France Connect ou ANTS, ou je sais pas, il y a peut-être des choses qui sont à l'étude. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises là-dessus. Je pense qu'on a Marie-Christine Delpéroux de la DGCS qui est là. Si jamais vous souhaitez intervenir, Marie-Christine. Autrement, il me semble effectivement avoir entendu parler d'un projet de SIAO, donc un SI d'honorabilité,
qui était à l'étude au niveau de la DGCS, mais qui n'est pas... Oui, c'est à l'étude. Alors, je vais pas donner, c'est pas du tout mon chantier, mon dossier, donc je vais pas en donner les précisions, mais c'est des précisions qu'on pourra peut-être apporter ultérieurement. Mais il y a des choses à l'étude. Oui. En tout cas, on se note que c'est un sujet à traiter et on essaiera de donner le maximum d'éléments là-dessus. Ok, et peut-être dernier petit point de processus sur lequel on a pu recevoir des questions, c'est les questions autour de la convention individuelle. Donc la signature de la convention individuelle telle qu'elle est mentionnée par le décret. Rappelons-nous que cette convention individuelle doit être signée par le jeune, le service de l'ASE et l'association, ou le service ou établissement qui coordonne la mise en place de mentorat. Et donc la signature du mentor n'est pas obligatoire dans cette convention individuelle. Idem ici, on a pu travailler sur un exemple de convention individuelle type qui a été validé avec la DGCS. Vous envoyez une capture d'écran sur la droite. On pourra vous l'envoyer, vous le mettre à disposition dans la boîte à outils. OK. Alors, peut-être les 2-3 points à retenir, les bonnes pratiques pour mettre en place des mentorats. Là, on est parti sur des principes d'application que vraiment des bonnes pratiques très concrètes, puisqu'on est déjà rentré pas mal dans le concret. Nous, ce qu'on garde en tête, c'est que, en tout cas, ce qui est ressorti des échanges qu'on a avec les départements et les associations, c'est il faut essayer de simplifier les procédures au maximum pour ne demander que les informations nécessaires lors de la demande de mentorat. Et pour illustrer, je sais qu'on a eu ce cas de figure, par exemple, dans quelques départements où la signature de l'inspecteur était nécessaire pour lancer des mentorats. Et en fait, parfois, ça peut être un peu un élément qui ralentit la mise en place du mentorat et qui peut être une source de frustration pour les associations. Donc voilà, bien mesurer qui on met dans la boucle et est-ce qu'en fait, on veut sa signature ou juste une information. Le deuxième point à avoir en tête, c'est ne pas hésiter à capitaliser sur les outils déjà existants, donc tous les outils qui seront disponibles dans la boîte à outils, mais aussi la plateforme Un Jeune Inventeur dont on a pu vous parler et sur laquelle on vous tiendra au courant qu'il y aura des évolutions. Et enfin, peut-être essayer de maximiser le nombre de personnes qui peuvent faire la demande de mentorat, parce que comme on vous l'a dit précédemment, aujourd'hui, souvent le niveau de connaissance autour du mentorat reste quand même assez faible. Si on essaie de limiter ou d'être assez dogmatique sur ce sujet-là, en fait, on risque de limiter encore plus le nombre de demandes de mise en place de mentorat, alors que ce qu'on veut, c'est vraiment créer une émulation sur le sujet. Voilà, je ne sais pas s'il y a des éléments à compléter sur cette question processus. Peut-être, Lucie, de ton côté, s'il y a des choix côté Indre-et-Loire qui ont été faits, qui ne sont pas ressortis tels quels ou des éléments que tu voudrais appuyer pour illustrer. Bah oui, non, tout est à peu près ressorti par rapport au choix qu'on a fait. À la base, la manière dont on avait pensé les choses, c'était un peu plus complexe que l'arrivée, et c'est vraiment grâce au retour de Break Poverty et des associations qu'on a réussi à simplifier. On n'a pas encore pu expérimenter si c'est efficient, mais en tout cas, il y a eu des bons retours de la part des associations et des acteurs pour dire que il faut que ce soit simple et fluide. Oui, c'est ça, effectivement. Et typiquement, je me souviens, à côté Indre-et-Loire, vous avez décidé plutôt de partir sur un lancement par les référents initialement, et puis vous avez un peu revenu en arrière. Pourquoi pas finalement ouvrir aussi aux éducateurs et aux experts. Oui, exactement. Super, merci beaucoup, Lucie. Et bien, écoutez, dans ce cas, je vous propose de continuer sur le suivi des mentorats. Et pour cette question-là, je vais donner la parole à Marion. Oui, merci Nadège. Donc nous, ce qu'on a eu, on a eu une demande explicite un peu des départements d'avoir des outils à disposition pour suivre la mise en place des mentorats. Donc dans la réflexion un peu de cette formalisation de cet outil qu'on pouvait vous mettre à disposition, on a pris en compte 2 objectifs. Donc le premier, c'est d'avoir une visibilité minimum sur l'avancement des binômes qui sont mis en place et sur les différentes problématiques que peuvent rencontrer certaines associations. Et le deuxième objectif, c'était de limiter la charge de travail qui est déjà importante de la part à la fois des associations et des départements. Et donc, en fait, on a mis en place, à partir de ces objectifs, un fichier de suivi qui, en fait, qui prend la forme d'un fichier Excel et qui, en fait, est assez facile à remplir. Donc là, vous pouvez le voir ici, vous avez un exemple des données qui sont à compléter et qui sont à compléter par les associations. Et en fait, le but, donc, ça va être que ça a été testé par plusieurs départements déjà, et le but, en fait, c'est de pouvoir mettre en place, de le mettre en place dans votre département, que les associations puissent remonter ces données-là. Et en fait, le département, lui, va pouvoir consolider ces informations-là. Et en fait, vous allez avoir des graphiques qui vont être utilisés par l'outil de manière automatique.
Donc, il y avait une quinzaine de données qui sont mises en place, comme l'âge des jeunes, le territoire, le type de placement, etc. Et puis, on a ensuite les graphiques qui sont mis en place, qui sont créés ici. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les départements. Ensuite, on a eu une deuxième thématique aussi qui est ressortie, qui est plutôt sur la question de la qualité. Et là, je vais peut-être laisser la parole au collectif Mentorat, si vous n'avez pas de questions sur cet outil-là. Ah, peut-être une dernière chose, juste, c'est que là, ce que vous pouvez avoir vu en dessous, c'est que le département peut conventionner avec les associations sur la mise en place de ce processus de pilotage. Voilà, vous n'hésitez pas, si vous voulez mettre dans les conventions aussi, parler de cet outil. Et je laisse la parole à Nicolas, du collectif Mentorat. Merci. Bonjour à tous et toutes. Donc, Nicolas Viennot, directeur du collectif Mentorat. Ce sujet de label Mentorat a pu être abordé il y a quelques jours lors de la journée interdépartementale organisée par Unbreak Poverty. Pour dire les choses rapidement, le collectif Mentorat, donc nous sommes la tête de réseau, nous réunissons 75 associations et leur point commun, c'est de porter des programmes de mentorat social tournés vers la jeunesse. Un de nos objectifs, c'est d'aider nos organisations membres à s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue, une dynamique de qualité et de tendre vers des programmes de qualité, de plus grande qualité, afin de maximiser leur impact social auprès des jeunes. Et donc, c'est dans cette perspective-là qu'on est en train de finaliser la création d'un label mentorat, un label qui viendra reconnaître la qualité méthodologique des programmes de mentorat. C'est-à-dire que c'est un label qui réunit à peu près 45 standards de qualité et qui permet de reconnaître la qualité d'un process, d'un programme de mentorat à chacune des étapes. Le label fixe des standards de qualité à propos du recrutement des jeunes, du recrutement des mentors, à propos de la formation des mentors, à propos de la nature du suivi des binômes par l'association, et ce jusqu'à la clôture de la relation de mentorat et l'encadrement de cette clôture par l'organisation qui déploie le programme de mentorat. L'objectif, c'est, comme je le disais, d'augmenter la qualité des programmes et donc leur impact, de créer la confiance aussi vis-à-vis des jeunes qui hésitent à s'engager pour être accompagnés, vis-à-vis des bénévoles, vis-à-vis des familles des jeunes, vis-à-vis de l'ensemble des partenaires, dont vous, conseils départementaux. En interne, ça nous permet aussi de favoriser le développement d'un langage commun, l'identification des meilleures pratiques et donc la diffusion des meilleures pratiques au sein de notre communauté d'acteurs que sont nos organisations membres. Donc, le message que je veux vous faire passer, c'est que à moyen terme, ce label existera. Pour l'instant, il est en cours de finalisation, mais ça n'empêche pas nos associations, nos organisations membres déjà de s'inscrire dans cette dynamique d'amélioration continue et pour la plupart d'entre elles, s'inscrire déjà dans les premières étapes du label. Elles font déjà l'auto-évaluation de leur programme en fonction de la grille de standards qui a d'ores et déjà été adoptée. Donc, ce n'est pas tout de suite que toutes nos associations seront labellisées, ce n'est même pas la vocation de ce label, mais voilà, c'est quand même le message principal que je veux porter, c'est que le collectif Mentorat veille par-dessus tout à la qualité des programmes et veut accompagner ces associations pour le faire. Je sais aussi que, comme nous, vous êtes très attentifs à ce qu'on appelle l'honorabilité des mentors et donc au fait de s'assurer qu'on n'est pas n'importe qui en face des jeunes qui sont souvent mineurs. Le label est une façon de répondre à cet enjeu à travers les standards de qualité qui s'attachent au bon recrutement des mentors, à leur juste formation en début de relation, puis à un suivi de qualité et avec un suivi très rigoureux de chacun des binômes par l'association lors de la relation de mentorat. Merci Nicolas. Donc maintenant, nous, on peut aussi, on a eu pas mal de demandes sur l'évaluation d'impact et comment en fait pouvoir évaluer les mentorats une fois qu'ils ont été mis en place et voir si ça fonctionne sur le territoire. Donc la situation actuelle, c'est qu'on a eu... je peux avancer. Merci. Donc la situation actuelle, c'est qu'on a eu donc, les conseils départementaux, ils souhaitent mesurer et prouver l'impact du mentorat sur le territoire, souvent aussi en appui à la demande d'un financement. Et ensuite, les associations ont toutes leurs propres évaluations d'impact, leurs propres questionnaires qu'elles diffusent en général en fin d'année et donc qui diffèrent d'une association à l'autre. Donc, dans le processus type et dans le travail qu'on a pu faire avec les différents départements, souvent, les départements sélectionnent 4 à 5 indicateurs clés. Ensuite, ils conventionnent avec les associations concernant la collecte de ces indicateurs-là.
Et puis, il laisse les associations opérer pour faire passer en fait le questionnaire aux bénéficiaires et aux mentors. Et ensuite, il remonte ces indicateurs au département. Dans le travail donc, qui a été fait avec les départements, il y a plusieurs types d'indicateurs qui ont été relevés. On a différencié des indicateurs de réalisation, de résultats et d'impact. Dans les indicateurs, par exemple, de réalisation, on a le nombre de jeunes qui sont accompagnés, dont le nombre de nouveaux jeunes par rapport à l'année précédente. On a le nombre de mentors qui sont formés et le nombre de mentors qui sont en binôme. Le nombre de MEX aussi et de structures qui sont mobilisées. Le nombre de mentorats en distanciel et en présentiel, la durée de moyenne des mentorats, etc. Ensuite, on a aussi des indicateurs plutôt de résultats. Donc là, ça peut être par exemple le nombre de mentorats qui sont clôturés, abandonnés, et la raison sous-jacente, le nombre de mentorats qui ont atteint aussi leurs objectifs, etc. Et puis, finalement, il y a aussi des indicateurs plutôt d'impact. Donc ça, ce sera par exemple le nombre de jeunes qui ont repris confiance en eux grâce au mentorat, le nombre de jeunes qui ont obtenu aussi de meilleures notes grâce au mentorat, etc. Donc voilà, ça c'est un peu un exemple d'indicateur que vous pouvez utiliser dans les 4 à 5 indicateurs clés sur lesquels vous pouvez conventionner avec les associations. Je ne sais pas s'il y a des questions là. On va peut-être vous laisser un peu intervenir. Alors, je suis vraiment désolée, parce que moi, je suis en train de tousser beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Marion. Effectivement, en gros, ce qu'il faut avoir en tête sur la question de l'évaluation d'impact, c'est que il n'y a pas de... En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'évaluation d'impact type qui a été formalisée. Il y a vraiment ce processus différencié entre les associations qui diffusent toutes leurs questionnaires en fin de mentorat. Et vraiment, ce qui est, en tout cas, ce qui ressort en termes de fonctionnement idéal pour les départements, qui soit le moins chronophage à la fois pour les départements, pour les associations, ce serait d'arriver à se mettre d'accord avec les associations sur les quelques indicateurs clés à aller chercher ensemble, pour que chacune des associations qui opèrent sur votre territoire aille chercher ces indicateurs, et ensuite s'assurer que ces indicateurs figurent dans leur questionnaire et que les associations vous les remontent de manière homogène à la fin de l'année pour vous permettre à vous d'avoir des éléments sur lesquels communiquer pour la suite, notamment par exemple pour aller chercher des financements supplémentaires les années suivantes. Écoutez, je pense qu'on a couvert la plus grande partie de contenu pour notre webinaire d'aujourd'hui. Donc arrive le temps des questions-réponses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le moment de les partager et d'échanger avec d'autres personnes de la communauté. Peut-être il y en a une que j'anticipe, en tout cas qui nous aurait monté à plusieurs reprises, c'est est-ce que des outils, en tout cas les différents outils qui ont été montrés, seront partagés? Et ben, la réponse est oui. Donc on est en train de travailler de notre côté là, Break Poverty, avec le collectif Mentorat, à la consolidation de tous ces éléments qu'on a pu vous partager ces dernières semaines, qui vont être formalisés dans une boîte à outils. On est encore en train de réfléchir au format. L'idée, c'est vraiment de vous les mettre à disposition pour dans le futur, dans les prochaines semaines, prochains mois, pour que vous puissiez vous appuyer dessus pour mener justement ce passage à l'échelle sur le mentorat de l'ASE. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de vos côtés. Oui, Clotilde. Oui, je réfléchissais par rapport au tableau Excel que vous avez présenté là, Marion. J'ai pas vu s'il y avait quelque chose concernant les référents ou les éducateurs ou en tout cas les personnes qui ont proposé la candidature du jeune. Je trouve que c'est vraiment utile. D'une, parce que on peut voir comme ça qui connaît l'action, qui ne connaît pas sur son département, et ça aide quand même autour de l'invitation de certains à venir aux formations. Enfin, nous, en l'occurrence, on fait une formation tous les mois, donc ça nous permet de voir qui on peut inviter particulièrement à venir en formation pour découvrir justement tout ce qui est mentorat et parrainage. Donc ça, c'est bien. Et puis d'autre part, moi, je trouve que c'est intéressant de partager avec les associations qui sont les référents du jeune parce que à un moment donné ou à un autre, on peut être amené à devoir saisir un petit peu dans l'urgence l'un ou l'autre des référents, potentiellement le responsable enfance ou l'inspecteur si nécessité, quoi. Et donc ça peut être intéressant de l'avoir dans le tableau, en partage.
avec l'association. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne remarque, Clotilde, et qu'on n'y avait pas pensé jusqu'à maintenant. Il y avait toujours cet enjeu de vouloir limiter le travail pour les associations aussi, qui souvent ont d'autres reporting à faire, par exemple le collectif mentorat, etc. Mais je pense que c'est un bon point et c'est quelque chose qu'on pourrait tester sur un territoire et voir comment les associations et le département réagissent là-dessus. En tout cas, nous, sur notre territoire, les associations l'ont toujours marqué parce Ouais. que, en effet, c'est intéressant de pouvoir joindre les gens rapidement. Et quand on a juste un tableau Excel avec tout dedans, c'est quand même très, très pratique. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Plutôt que d'aller chercher la fiche, l'info, le machin, voilà. C'est très, 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 très pratique. Ouais, c'est un bon point. Effectivement, c'est quelque chose qu'on s'assurera de faire figurer. À noter que là, c'est une capture d'écran qu'on vous montre, hein, mais il y a une quinzaine de données différentes qui sont remontées sur le jeune, notamment son sexe, son âge, la durée du mentorat, l'objectif du mentorat, si le mentorat a été interrompu, pour quelle raison il a été interrompu, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Natacha, je vous avez levé la main. Non, je voulais juste te dire que je rejoignais complètement, madame, je crois que c'est le Val-de-Marne. Nous, on a effectivement l'indicateur référent lieu de vie et référent ASE sur ce tableau de bord. Et on s'en sert avec les associations de mentorat pour cibler nos actions dans le cadre du déploiement du mentorat. Et on a effectivement comme ça une indication sur ça peut être les associations ou les territoires ASE qui ont bénéficié de formation, mais qui ne se sont pas encore saisis du dispositif. Et ça va nous permettre de mener d'autres actions ciblées envers ces acteurs-là. Donc, c'est vraiment un outil et pour les associations et pour le département, à la fois pour le suivi et en même temps pour mener des actions. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres remarques? Je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent. Écoutez, dans ce cas, peut-être qu'on peut avancer jusqu'à la fin de cet échange et les prochaines étapes. Vous avez encore le temps de réagir, hein. Et puis, je compléterai peut-être avec des éléments supplémentaires à la fin. Et pour la prochaine étape, Charlotte. Oui, pour clôturer, on voulait quand même vous inviter à ne pas hésiter à voir ou revoir ces webinaires. On va vous renvoyer à nouveau les liens pour les télécharger. C'est vraiment une source d'information très précieuse pour vous, en tout cas on l'espère. Donc n'hésitez pas, ça peut être pour vous si vous avez raté certaines sessions, ça peut être pour revoir des sessions et voilà, approfondir certains points, ou ça peut être aussi pour le partager avec vos équipes, notamment voilà, en suivant les thématiques précises de certains webinaires. Vous pouvez communiquer telle ou telle vidéo à telle personne, ça pourra leur permettre d'embarquer plus facilement sur le sujet. Bien sûr, n'hésitez pas à contacter l'équipe Breakpoverty avec Nadège, mais aussi le collectif Mentorat avec Alexis Bottelier qui est avec nous aussi aujourd'hui et que vous connaissez peut-être déjà, qui est déjà intervenu dans les webinaires. Voilà, on est vraiment le collectif Mentorat et Breakpoverty à vos côtés pour pouvoir vous accompagner en fait dans la prise en main de tout ce grand sujet du mentorat. Et ce qu'on va faire maintenant sur les prochaines semaines, les prochains mois, c'est bien sûr finaliser tous les outils dont on vous a parlé au fur et à mesure des webinaires, dont on vous a donné quelques aperçus. Voilà, on va encore un petit peu travailler sur certains d'entre eux, donc on va finaliser tout ça, et puis surtout, on va vous les mettre à disposition dans une boîte à outils. On réfléchit encore un petit peu sur le format en tant que tel, mais l'idée, c'est que vous puissiez y avoir accès très facilement aux outils et au mode d'emploi de ces outils, on va dire. Donc voilà, on va préparer tout ça, et normalement, vous pourrez retrouver tous ces éléments très prochainement. Et puis peut-être qu'à la rentrée, on pourra mener une nouvelle série de webinaires pour voilà, sensibiliser d'autres départements qui n'ont pas pu nous rejoindre sur cette première série ou d'autres acteurs dans vos équipes. On vous reviendra vers vous pour vous prévenir si c'est possible. Absolument. Voilà. Et peut-être juste pour compléter là-dessus, sur la nouvelle série de webinaires, il y avait on vous a interrogé à plusieurs reprises, notamment dans nos questionnaires de satisfaction qu'on vous envoie après les webinaires en général, qu'on vous encourage à remplir parce qu'il va encore y en avoir un aujourd'hui. N'hésitez pas à en profiter pour remonter les thématiques qui vous paraîtraient intéressantes à traiter en collectif. Pour info, parmi les thématiques qui sont remontées jusqu'à présent, il y avait des questions autour de où et comment trouver des financements pour déployer le dispositif de mentorat, qui est un sujet sur lequel on ne peut malheureusement pas vous donner beaucoup de pistes.
Donc, on l'a bien en tête, mais je ne pense pas qu'on pourra faire un webinaire dédié à ce sujet-là. Il y a aussi eu des questions sur serait-il possible d'avoir des témoignages de mentors et de jeunes mentorés. Alors effectivement, c'est vrai qu'on a pris le parti pour Info depuis le début de ne pas intégrer forcément les associations ou trop d'acteurs externes à nos webinaires pour que ça reste des webinaires qui restent vraiment adressés à vous, qui permettent d'être un espace d'échange assez libre sur le sujet et qu'on n'y ait pas le sentiment qui peut arriver parfois quand plusieurs associations arrivent à la suite de un peu d'avoir du mal à identifier quelle est l'offre de chacune et quelle est la proposition de valeur de chacune. Mais s'il y a un intérêt pour ce sujet, on peut complètement, maintenant qu'on a eu le temps de parler de tout ça, imaginer un webinaire de présentation de toutes les associations, par exemple, en septembre. Il y avait aussi une question sur peut-on faire un zoom sur l'accueil durable et bénévole ou sur les TDC. Alors, pour info, ce ne sont pas des dispositifs qui font partie de notre champ d'intervention cette année. Donc, on ne va probablement, je ne pense pas qu'on va pouvoir réaliser des webinaires là-dessus. En revanche, je pense que la DGCS saura vous orienter là-dessus. Et il y a une question de Madame Pardoen. Est-ce que vous envisagez de proposer des webinaires à destination d'associations candidates? C'est un point qu'on n'avait pas envisagé. Vous voulez dire des associations qui ne sont pas forcément positionnées sur le mentorat de l'ASE, mais qui souhaiteraient se positionner là-dessus, c'est ça? Vous n'hésitez pas à prendre la parole, hein, Madame Pardoen. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on a envisagé jusqu'à maintenant, sachant que nous, on s'adresse plutôt au département. En revanche, ça peut être un point à creuser côté collectif mentorat. On se le note pour la suite. Nous, à noter qu'on a un petit dispositif, un petit document de formation sur l'aide sociale à l'enfance qu'on transmet à nos partenaires qui ne connaissent pas forcément encore très bien l'ASE. Et sur lesquels on transmet volontiers à nos partenaires. Mais on se la note en tout cas pour la suite. Par contre, c'est un bon point. Quelque chose qu'on n'a pas encore organisé, c'est un webinaire à destination de tous les professionnels de l'ASE, toutes les associations, tous les éducateurs, tous les référents, qui seraient probablement des webinaires beaucoup plus concrets. En tout cas, on est rentré beaucoup dans des thématiques administratives et de pilotage ensemble. Je pense qu'on pourrait imaginer un webinaire beaucoup plus concret à destination des acteurs de l'ASE. Il y a une suggestion, Clotilde, sur un webinaire sur la recherche de mécènes. Alors, ça, pareil, je suis pas sûre qu'on aura des choses à proposer dans le cadre de notre projet sur le mentorat de l'ASE. En revanche, Break-Over, plus globalement, on réfléchit à ces thématiques-là et on sera ravis de vous en parler et de vous inviter dès qu'on aura des choses planifiées là-dessus. Idem, encore une question sur la recherche de financement. Écoutez, le point revient effectivement assez souvent, donc on l'a bien en tête. On va essayer de consolider le maximum d'informations qu'on a disponibles sur le sujet. En revanche, je ne suis pas sûre qu'on pourra mener tout un webinaire sur le sujet. Voilà, écoutez, c'est tout pour nous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va bien évidemment vous transmettre le support, vous transmettre le questionnaire de satisfaction qu'il faudra bien penser à compléter. On reste disponible pour toute question. Vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est un accompagnement qui est gratuit, qui peut prendre la forme de 1 échange, 2 échanges ou des échanges réguliers. Nous, on est là pour encore quelques mois. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera ravis de répondre à vos questions et de faire évoluer cet accompagnement pour qu'il corresponde au mieux à vos besoins, parce qu'il est construit pour vous. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.